Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires Calcio pour encore une semaine de commentaires de football européen. Écoutez, ça fait vraiment plaisir d'être là ce soir avec vous. On a pas mal de pain sur la planche parce que il y a eu la Ligue des Champions. Il y a eu aussi des journées de championnat qui étaient spectaculaires dans beaucoup des plus grands championnats européens. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine de football et une bonne semaine tout court. Moi, je dois vous avouer que j'ai passé un excellent dimanche soir. Voilà, on va en parler un petit peu sur ce qui s'est passé en Serie A, mais c'était absolument fantastique. Et puis, on va revenir aussi, comme vous le voyez, sur la Première Ligue avec Arsenal et le choc qu'il y a eu entre Manchester City et Arsenal. Et enfin, on va un petit peu faire un point sur le début de saison en Bundesliga. Donc voilà, parce qu'il y avait des beaux chocs aussi en Bundesliga et ça a donné des enseignements sur les forces en présence en Bundesliga, donc je pense que c'est important qu'on revienne dessus. Déjà bonsoir Pipovici, merci d'être là, et oui, Milan est rouge et noir, et ça fait vraiment du bien. Et puis au JCRM qui nous dit bonsoir à tous, quel week-end de dingue, mon programme était cool, Nice Saint-Etienne, Rennes-Lens, Reims-PSG, City-Arsenal, et moi aussi passé un bon dimanche soir. Merci à Dezerbi, merci à Marseille, oui c'est vrai que c'était un sacré match aussi, alors je l'ai pas vu, mais en tous les cas, le résultat était assez spectaculaire. Le 3-2 en étant à 10 contre 11 pendant 85 minutes, même 90 minutes, avec les arrêts de jeu. Chapeau à Marseille. Mais bon, après, c'est Lyon, quoi. C'est compliqué. Pipovici qui dit c'était un gros week-end avec Leverkusen aussi, qui nous a fait du Leverkusen. Absolument. C'est ça dont on a envie de parler, entre autres, parce qu'il y avait aussi un Stuttgart-Dortmund qui était... très enrichissant à regarder à plein de niveaux, donc voilà, je voulais un petit peu en parler. Bon, on va peut-être déjà commencer par rapidement un petit débrief de la Champions, si vous voulez. Je sais pas ce que vous voulez, de quel match est-ce que vous voulez parler, mais c'est vrai que moi j'ai regardé en particulier, on va dire bien sûr AC Milan Liverpool, qui était une absolument catastrophique pour le Milan. Donc voilà, Milan a fait illusion à peu près 5 minutes, le temps de marquer un but, et ensuite ils ont disparu. Je pense que le mardi soir, c'était le plus gros match, le match le plus intéressant. Liverpool a fait du Liverpool, mais je les ai pas trouvés géniaux, vraiment pas. J'ai plus trouvé Milan faible que Liverpool génial. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Le match en revanche, Manchester City-Inter, celui-là je l'ai regardé vraiment en détail et l'Inter m'a impressionné. En plus, en se permettant de faire tourner, ou je sais pas si c'était pour faire tourner ou c'était pour un peu sanctionner Lautaro Martinez, mais pas que, parce qu'il y avait aussi Mkhitaryan qui n'était pas là, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que l'Inter m'a impressionné contre Manchester City, et Manchester City, ça fait 2 matchs qui croisent l'Inter, 2 matchs où ils sont très embêtés avec l'Inter. On va dire que c'est un peu la kryptonite de Manchester City, l'Inter. Déjà en finale de Champions, je pense que l'Inter était au-dessus, et Manchester City a gagné un peu à l'arrache, et le fait que effectivement pas hier, mais dans la semaine, ils aient réussi à faire un 0-0 à l'extérieur avec une première mi-temps que je pense être dominée par l'Inter, en tous les cas en termes d'occasions nettes. L'Inter a eu plus d'occasions de but que Manchester City. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à faire ça sur la planète football en ce moment. Donc voilà, et c'est vrai que ce que tu dis, Pipovici, absolument, c'est un game changer absolu ce qui s'est passé ce week-end pour la saison entière de Manchester City. C'est la fin de saison de Rodri, qui pour moi est le meilleur joueur de Manchester City depuis 2-3 saisons, mériterait, je l'ai souvent dit ici, d'être le Ballon d'Or, soit de l'année dernière, soit de cette année même, voire même de cette année. Donc très clairement, effectivement, voilà. La saison de City va être perturbée par la perte de Rodri et le fait que De Bruyne soit en intermittent du spectacle. Donc on va voir.
Au JCRM qui nous dit « Je remarque que peu de clubs ont réussi à gagner leur match de Ligue des Champions et celui de championnat. Je vois Monaco, Leverkusen, le Bayern. Pareil au Barça, fin de saison pour Ter Stegen. » Ouais. Ça aussi, très gros problème, hein, parce que Ter Stegen, franchement, hein, au Barça, depuis des années, c'est 60% de la défense. Hein. Je veux dire, la défense du Barça est pas fantastique. En revanche, ils ont un goal fantastique, ce qui fait que c'est très compliqué de leur marquer un but. Et c'est vrai que ces 2 saisons peuvent un petit peu basculer avec la perte de Ter Stegen. Je sais même pas qui est le gardien remplaçant au Barça. Très honnêtement, j'ai pas regardé le match du Barça ce week-end. Parce qu'il y avait des matchs qui m'intéressaient, mais pas en Espagne. Donc vraiment, Manchester City, Inter, en tous les cas, très très gros match, ultra tactique. Moi, c'est un match que j'ai particulièrement aimé. Alors oui, c'est pas un match au standard de 2024, c'est-à-dire que ça se termine pas à 7-5, mais c'était un très très beau match tactique entre 2 très beaux tacticiens. Et je pense que Inzaghi a gagné ce match, donc très clairement. Et l'Inter a fait un superbe match, ce qui n'augurait pas grand-chose de bon pour Milan le week-end. Mais bon, on sait comment ça s'est terminé maintenant. Match aussi pas intéressant, mais quand même. Arsenal-Atalanta, que j'ai regardé le jeudi. L'Atalanta qui a eu beaucoup de mal à se mettre dans le match, qui a eu 20 minutes vraiment compliquées où ils se sont fait dominer, et puis ensuite ils ont commencé à mettre la main sur le jeu. Et en fait, c'est vrai que je regardais cet Arsenal et je sais pas pourquoi est-ce que les gens ont encore une vision. D'ailleurs, on va en parler après sur le point Première Ligue, mais pourquoi est-ce que les gens ont encore une vision d'une équipe offensive, etc. pour Arsenal? Mais c'est tout l'inverse en fait. C'est une équipe ultra défensive avec une défense très efficace, mais c'est une équipe ultra défensive qui joue en contre. Donc voilà, j'ai pas l'impression que le Arteta Ball existe. La plupart du temps, ils marquent des buts sur coup de pied arrêté et tout ce qu'ils font, c'est défendre à fond. Donc voilà. C'est ce qui s'est passé un peu contre l'Atalanta, sauf qu'ils n'ont pas réussi à marquer. Donc voilà. Donc c'est assez. C'était pas un super match, mais en revanche, c'était très enrichissant sur le niveau de la Première Ligue et du championnat d'Italie et des équipes italiennes, hein, entre l'Inter qui fait 0-0 contre la meilleure équipe du monde et l'Atalanta qui fait 0-0 contre l'équipe on va dire la numéro 2 dans leur championnat, ça donne quand même de sacrées indications sur le niveau des clubs italiens. Donc voilà, alors c'est dommage parce que c'est 2 matchs 0-0 mais et que l'Italie nous habitue pas à ça, mais voilà. En tous les cas, vraiment... c'est vrai que... Alors, ça parle beaucoup de Navas pour le remplacer. Ouais, c'est vrai. Alors, le problème, c'est que Navas, il est souvent blessé. Hein. C'est un super goal. Hein. Il n'y a même pas de discussion. Mais il est souvent blessé, Navas. Partout. Il a toujours été blessé. Donc, il faudra voir. En tout cas, au Bayern et compagnie, ça rigole pas. Ouais, on va en parler sur le point Bundes. Et le meilleur match, juste pour terminer sur la Ligue des Champions, le meilleur match mardi, c'était la Juve au PSV avec notre chouchou Yildiz. C'est vrai que son but est fantastique. Et la Juve a fait un match solide. Donc, excepté Milan qui s'est fait pipi dessus, tous les autres clubs ont vraiment assuré en championnat d'Italie. Donc, bravo. Alors, il se trouve que j'ai regardé ces 3 matchs-là, oui, bien sûr, parce que mon amour est teinté, mais en même temps, c'était les matchs les plus spectaculaires, en fait. Il n'y avait pas grand-chose d'autre... même si le Real a galéré grave et que Paris a galéré grave aussi contre Gérone, parce que le Real, le score, il est ultra boursouflé. Hein. Le match, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, mais c'est pas du tout un match dominé par le Real. Hein. Donc, mais bon, bref. C'est comme ça. Stuttgart, justement, on va en parler aussi, qui fait un super, je trouve, début de saison, alors qu'ils ont été pillés. Donc voilà. On remarque que la Bundesliga place 3 équipes dans le top 5. Ouais, effectivement, c'est vrai. Non, mais la Bundesliga, pas mal. Hein. Ouais.
Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a fait un petit débrief de la Champions League, sauf si vous voulez aborder autre chose, on va passer directement au match de ce week-end de championnat. Pourquoi ? Parce qu'en Italie, il y avait 2 très 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 gros matchs que malheureusement en France on n'a pas pu voir, ou en tous les cas pas avec des moyens légaux, malheureusement. Mais effectivement, on a quand même... tu voulais parler de la première victoire de Brest pour la première en Coupe d'Europe ever de Brest. Ça, c'est vrai que c'était quand même pas mal. Après, c'est vrai que, honnêtement, je pensais que même Sturm Graz... D'ailleurs, je tiens à m'excuser. Oui, c'est vrai, heureusement que tu m'en parles au JCRM, parce que il y a Pic Aurel qui m'a demandé de m'excuser platement parce que j'avais dit que probablement Brest pouvait être une des pires équipes que la Ligue des Champions n'ait jamais vue en termes de performance. Premier match contre Sturm Graz, ils gagnent, ce qui est fantastique. Je pense pas qu'ils en gagnent un autre, mais ça change pas que c'est très très bien de gagner un match avec des champions, surtout que Sturm Graz a un peu plus d'expérience que Brest, récente même. Ils étaient pas l'année dernière, je crois, mais ils sont là quand même relativement fréquemment. Donc franchement, chapeau à Brest. Et je m'excuse. Alors j'avais promis à Pic de m'excuser déguisé en Bigouden. Malheureusement, j'ai pas trouvé de déguisement en Pic, désolé. Voilà, spécial dédicace, mais je m'excuse quand même pour Brest et pour tous les Bretons et pour tout le football breton. Donc voilà, chapeau. En tous les cas, c'est vrai que franchement, Brest a 3 points de plus que l'AC Milan à l'heure actuelle en Ligue des Champions. Donc tu ne peux que te taire quand c'est comme ça. Donc voilà. Revenons à la Serie A. Serie A, 2 très 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 gros matchs qu'on n'a pas pu voir en France avec des moyens légaux, mais qu'on a quand même réussi à voir. Alors juste pour information d'ailleurs, la chaîne YouTube de la Lega Calcio, de la Serie A donc, mais Lega Calcio de la Serie A, pardon, c'est pas Lega Calcio en plus, de la Serie A a mis en place, depuis longtemps, mais là c'est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement on peut pas voir les matchs, mais vous avez des extended highlights de style une vingtaine, voire même des fois jusqu'à 30 minutes sur certains gros matchs, et sinon vous avez les highlights d'une dizaine de minutes très rapidement après les matchs. Donc si jamais il y a un match en Italie que vous n'arrivez pas à voir, vous pouvez toujours avoir une vraie extended highlight de ces matchs-là. Donc c'est agréable. Moi, c'est comme ça que je fais pour beaucoup de matchs. Après, ceux que je veux absolument voir, je me débrouille autrement. Donc voilà, on se débrouille tous, je suppose. Sachant que je pirate pas grand-chose parce que de toute façon, en France, j'aimerais payer pour avoir la Serie A, mais je peux pas. Donc c'est simple, je pirate rien. Je regarde des matchs sur des liens. Donc voilà. Sinon, demandez-moi, mon bar est ouvert, j'ai streamé 5 matchs ce week-end. Ah ouais ? Ah bah attends, mais vas-y, je t'écris en privé après, carrément. Donc voilà. Mais oui, effectivement, en tous les cas, la Serie A vous permet quand même de voir des extended highlights qui sont intéressants, qui sont bien montés et tout, donc vraiment cool. Bon, après, c'est commenté en anglais, mais je pense qu'on est en 2024. Donc voilà. Tout le monde comprend un peu l'anglais, et puis de toute façon, il y a juste à regarder le match, tu comprends ce qui se passe. Donc voilà. Je me régale en tout cas sur DAZN en Italie, ils savent bien choisir leur présentatrice. Écoute, tant mieux. Mais j'ai essayé de m'inscrire, je sais pas comment t'as fait toi Pipovici, mais j'ai essayé de m'inscrire, mais ils m'ont demandé un numéro de téléphone italien et pour valider mon compte, et j'ai jamais réussi à franchir ce pas. Donc voilà, je sais pas. Après peut-être que toi tu t'es pas inscrit, c'est possible. C'est possible que tu aies un truc qui commence par IP et qui se termine par TV et qui te permet de voir DAZN Italie. Ça, c'est possible aussi. Je ne sais pas. Je ne te jette pas la pierre, Pierre. C'est juste comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, 2 très très gros matchs en Italie. Revenons-en à nos moutons.
Un match des extrêmes, hein, le Nord contre le Sud, Naples, enfin Juve contre Naples, donc vraiment un match très 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 intéressant. Je me suis pas vraiment inscrit, dit-il, Pipovici, bref. Donc un match super intéressant, on avait hâte de voir ce Napoli de Conte qui s'est réveillé après cette journée absolument horrible de la première journée où ils avaient pris 3-0 je crois, ou je sais plus combien, mais bon bref, c'était un carnage. Mais il s'est bien repris. Et puis cette Juve dont on dit le plus grand bien depuis le début de saison, eh ben, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois, t'as beaucoup de préconçus, je pense, d'a priori même sur les matchs que tu vas voir. J'étais quasi certain de voir un superbe match en regardant Juve-Napoli parce que deux coachs, un avec beaucoup de tempérament, l'autre avec une idée du football, etc. Et puis, j'étais persuadé de voir un carnage dans le derby de la Madonnina, où Milan allait prendre dans ma tête, je me suis dit, ils vont égaler le derby de 2002, je crois, ou 2001, où on leur met 6-1. Et ben en fait, pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Il faut savoir que ça fait quand même 3 matchs d'affilée que la Juve de Motta ne marque pas un but. Donc ça commence à devenir inquiétant. Alors oui, ok, ça joue bien et tout, mais bon, il n'y a pas vraiment grand monde qui marque. Et puis Vlahovic est quand même pas dans la meilleure saison. En fait, je sais pas s'il est dans la meilleure saison de sa vie ou pas, mais en tous les cas, ça fait depuis qu'il est arrivé à la Juve, c'est un peu le fantôme du Vlahovic qu'on a vu à la Fio. Et ça a pas l'air de s'améliorer avec Motta, en fait. Je trouve que, bref, ça marche pas, quoi. Je sais pas pourquoi. Alors, ça va peut-être venir avec le temps, hein, mais là, pour l'instant, ça marche pas. Juve Napoli, j'ai pas trop aimé, perso, tu m'étonnes. Quelle purge, je m'attendais pas à ce Juve Nap. Du coup, j'ai basculé sur la Ligue 1 et le Rennes Lens. Eh ben, dis donc. Mais non, mais le problème, c'est que en fait, bon, déjà Naples était venu pour pas perdre. Conte, il est arrivé, il a dit, moi, j'en ai rien à foutre, je perds pas. Donc, il a mis 11 joueurs ultra défensifs. Et puis cette Juve, en fait, cette Juve, pardon, elle est limitée en fait. Thiago Motta, il a beau jeu de faire jouer ses équipes, etc. Quand t'as pas la qualité, et honnêtement, quand je regarde l'effectif de la Juve, j'ai pas l'impression qu'il y ait la qualité. Pas en tous les cas à tous les postes, on en est très 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 loin. Koopmeiners, c'était une belle plus-value. Mais je suis désolé, il n'y a pas vraiment de joueurs Fiori class dans cette Juve et ça se voit malheureusement. Ça se voit et comme le collectif est pas encore super huilé, même au milieu de terrain, je suis pas sûr qu'il a ce qu'il veut. Je suis pas sûr qu'il a ce qu'il veut en attaque, je suis pas sûr qu'il a ce qu'il veut en défense. Et encore, la défense, c'est à peu près la seule chose qui va plutôt pas mal. Voilà, cette Juve pour l'instant, honnêtement, hein, depuis le début de saison, c'était emballé un peu sur le premier match. Ils avaient très très bien joué. Je sais plus contre qui ils avaient joué, mais voilà. Bah, je suis désolé, mais malheureusement, en fait, ça joue pas si bien que ça. Et surtout, ça n'arrive pas à être décisif. Ce qui est bizarre, c'est contre le PSV, ils l'ont été. Mais là, en championnat d'Italie, très compliqué, hein, très très compliqué. Hein. Je vais faire un tour dans les commentaires. La Juve sans un grand neuf, c'est compliqué. La Juve n'a jamais gagné sans un énorme neuf. C'est pas faux. C'est vrai. Et je crois que Vlahovic, c'est pas le cas. Vlahovic, dans notre commu francophone de la Juve, même ceux qui étaient pros commencent à le descendre. Bah ouais, hein, honnêtement. Enfin, moi, j'ai rien contre lui, hein, mais je trouve qu'il en fait trop. Je trouve je sais pas, ça lui est monté à la tête son transfert à la Juve. On dirait, il se prend pour Zorro en permanence. Il est énervé, excité tout le temps. Mais concentre-toi sur ton jeu, en fait. T'as pas besoin de te... Enfin, je sais pas. Mais bon, bref. On ne sait pas qui est le leader de cette équipe de la Juve non plus, ouais, effectivement. Il y a pas de leader. Si c'est Gatti, c'est mal. On est mal barré, mais bon. La plus belle plus-value à la Juve, c'est Alisha Lehmann pour nos féminines. Ouais, c'est pas faux. Pour diverses raisons, d'ailleurs. Mais bon, bref. Mais effectivement, c'est vrai que voilà, ça a accouché d'une souris ce choc que je me suis galéré à regarder en trouvant bref des moyens plus ou moins compliqués. Donc voilà, ouais, c'était dommage. Et Conte, en fait, j'avais l'impression qu'il avait une idée de jeu avec son Napoli. Et en fait, son idée de jeu, elle a été très vite limitée par son effectif, j'ai l'impression.
Et en fait, maintenant, il se dit, bah, on bétonne et on essaie de partir en contre avec Kvaratskhelia et puis les gars qui sont autour de lui. Et j'ai pas l'impression que ça va aller très très loin ce Napoli, même si là, pour l'instant, tous les gros ne sont pas réveillés, donc ils naviguent un peu dans le haut du classement. On va dire, ils sont deuxième, hein, donc voilà. Mais je pense quand même que ça va pas aller très très loin. J'ai pas l'impression. Hein. Après, on sait jamais avec Conte. Hein. C'est quand même un sacré winner, donc voilà. Je sais pas. On verra. On verra bien. Je fais un hors-sujet Naples, mais le Galatasaray de Osimhen a écrasé le Fener 3-1. Ah ben je savais pas. Donc 1-3 en plus à l'extérieur. Bravo, félicitations. Non, de toute façon, très très gros milieu de terrain et attaque hein, au Galatasaray. Hein. Problème, c'est la défense, hein, et le goal. Mais sinon, effectivement, très 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 gros recrutement au milieu de terrain et en attaque. Donc oui, eux, quand ils sont dans un bon soir, attention, hein, je pense que ça doit faire mal. Ouais. Et puis bon, t'as Osimhen, quoi. Ça, c'est quand même complètement fou. Bon, c'est pas non plus le meilleur neuf du monde, mais c'est quand même un très bon joueur, Osimhen. On peut pas dire. Hein. Enfin, je pense pas. Je sais pas qu'on puisse penser que c'est un mauvais joueur. Oui, donc l'autre très gros choc. Et la Roma, au revoir De Rossi, malheureusement, mais belle victoire. Ouais, avec Juric en plus. Donc tu te dis, normalement, tu vas pas voir beaucoup de buts. Hein, si on se réfère au Torino de Juric de ces dernières années, c'était quand même les purges du millénaire. Bah là, ils ont mis une sacrée roustade. Bon, après, c'était pas non plus un super adversaire en face, mais voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, on va voir ce que ça donne. De Rossi, au revoir. En plus, De Rossi s'est fait virer, pas forcément pour des raisons sportives. Hein. Il s'est fait virer parce qu'il s'est pris la tête avec la présidente déléguée, qui elle-même s'est fait virer juste après par les Friedkin. Les Friedkin qui viennent d'acheter Everton. Bref, c'est un peu... je sais pas quel va être le grand frère dans l'histoire des Friedkin et de la Roma et d'Everton. J'ai bien l'impression malheureusement que la Roma, je suis pas sûr que ça passe en premier vu les revenus d'un club comme Everton. Mais bon, bref, c'est compliqué, je sais pas, on va voir. Mais ouais, en tous les cas, cette présidente-là, elle voulait être un petit peu omnipotente, etc. Elle s'est rêvée un petit peu comme Sensi, vous vous souvenez. Je sais plus comment elle s'appelait, Gabriela Sensi, je sais plus. Mais bref, vraie présidente de la Roma, mais bon, c'était aussi la famille qui détenait le club à l'époque. Là, c'est pas le cas, et elle s'est fait virer en voulant montrer des muscles. Donc voilà. Alors, en même temps, virer De Rossi, faut y aller quand même. Hein. Et De Rossi s'est gravement pris la tête avec elle, en fait. Donc voilà. Bref. Et puis donc le deuxième choc de Serie A, c'était ce derby de la Madonnina hier soir où je pensais sincèrement que ça allait être un carnage, hein, je vous l'ai dit. Les 5 premières minutes m'ont absolument pas rassuré parce que je me suis dit contre Liverpool on a fait exactement le même match. Et puis d'ailleurs la première mi-temps, après le but de Pulisic, et puis après l'égalisation de Di Marco, je dois avouer que pour moi Milan n'existait plus en fait dans le match. Ils étaient ultra dominés, ils étaient absolument pas, on va dire, dangereux. Et quand ils avaient la balle dans leur terrain, ils faisaient des petites passes, des passes latérales, un peu à la baballe et tout. Et j'ai l'impression que l'Inter, un petit peu comme ce qu'ils avaient fait contre l'Atlético l'année dernière en Ligue des Champions, a un peu, c'est un peu dit, bon, de toute façon, on est beaucoup plus fort qu'eux, donc on va les défoncer. Et en fait, il s'est pas du tout passé ça en deuxième mi-temps. Je sais pas si tu peux me confirmer, mais un pote m'a dit que le Milan aurait dû gagner facilement avec voire 4-5 buts et que Sommer a fait une masterclass malgré la défaite. Alors, il y a beaucoup d'informations et beaucoup qui sont pas vraies. D'ailleurs, on pourra demander à Pipovici, mais en fait, tout simplement, Sommer fait un très gros match, mais Maignan fait un très gros match aussi, donc Maignan aussi fait des arrêts de l'espace, et effectivement la deuxième mi-temps est très dominée par Milan, mais ils ont pas des occasions, ils les mettent pas au fond, donc voilà, tout simplement, hein, en particulier celle d'Abraham avec la passe magnifique, la remise de Reinders dans la profondeur.
Effectivement, voilà, celle-là, normalement, elle doit être au fond, il tire à côté. Sommer fait des très beaux arrêts, mais Mike Maignan fait des très très beaux arrêts. À un moment, il y a une reprise de volée de Lautaro qui est dans les 6 mètres. Il fait un arrêt réflexe. Non, franchement, il fait un très très bel arrêt aussi sur une reprise de Di Marco. Non, c'est un match très équilibré, sauf qu'en deuxième mi-temps, Milan vraiment prend le pas sur le jeu, prend le pas sur les occasions. Et effectivement, peut-être aurait dû marquer plus tôt, mais je ne vois pas un match où Milan aurait dû gagner 4-1 par exemple. Pas du tout, parce que l'Inter en première mi-temps aurait pu en marquer 2 ou 3 aussi. Donc voilà, je pense que 2-1, c'est la différence entre les deux équipes. C'est ce qui s'est passé dans le match, sauf que ça s'est fait sur 2 périodes différentes. En première mi-temps, Milan est dominé. En deuxième mi-temps, Milan met vraiment la main sur le match et domine l'Inter. Donc voilà, et on a 2 grands gardiens sur le terrain, très honnêtement, hein, Sommer et Maignan. Et ils font le job. Donc ils prennent des buts, mais ils font le job. Sur la tête de Gabbia, Sommer, il peut rien faire en fait, parce qu'elle est trop bien placée, elle est au premier poteau, donc non, franchement, voilà quoi. Alors, je vais faire un petit tour dans les commentaires parce que vous dites plein de trucs. Et la Roma, au revoir des Roussi, voilà. Hop. Niveau direction, Milan et Roma, c'est complexe en ce moment. Effectivement, tu as tout à fait raison. Moi, je m'y attendais un peu car on était tellement au faux qu'on était obligé de réagir. Belle tactique de Fonseca avec le 4-4-2, Abraham et Morata, génial. Effectivement, c'était bien. En tous les cas, ça a donné de la profondeur. Après, 4-4-2, c'est un système vraiment atypique, sachant qu'en fait, Morata est quand même, on va dire, c'est pas 2 attaquants de front. Morata, il est un peu décroché. Abraham est plutôt dans la profondeur. Mais ce qui est bien, c'est que les deux se complètent bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'alternative à Morata-Abraham. S'il y en a un qui se blesse, bah t'as Jovic, puis bisous quoi. C'est tout ce que t'as. Donc on n'a pas un effectif pour jouer à 2 attaquants. Donc ça c'est un peu la limite. Mais bon, Milan a dominé le match sans conteste. Mais pas de là à avoir autant d'écart. L'Inter a de belles occasions, ouais, grave. On a un grand Gabbia avant le but, c'était lui le meilleur, et le but l'a récompensé de la plus belle des manières. Okafor peut marquer aussi, ouais, t'as tout à fait raison. Mais je sais pas ce qu'il fait, je pense qu'il a vu un pigeon, il s'est dit, celui-là je vais l'avoir. Et Gabbia, ouais, il fait un super sauvetage aussi sur la frappe de Di Marco juste avant son but, enfin peu de temps avant son but. Non, franchement. En tout cas, vous avez échappé au pire car une défaite du Milan et c'était au revoir Fonseca et Allegri aurait pu arriver car ça parlait beaucoup de lui pour le remplacer. Ouais, oui, il était dans le game, mais je pense que c'est plus pour s'amuser. Je pense vraiment que le numéro 1, enfin, les numéros 1 potentiels, c'était Sarri, Conceição, Tuchel. Sarri, Conceição, Tuchel. Je pense que c'était les 3, voilà. Avec peut-être une facilité pour Sarri parce qu'il est italien, parce que il connaît la Serie A. Donc c'est possible que en cours de saison, tu aies envie quand même d'un gars qui débarque pas complètement dans un championnat qu'il connaît pas. Donc voilà. Mais on a échappé au pire surtout parce qu'on ne laisse pas partir l'Inter en fait. Moi, c'est surtout ça qui me plaît, c'est que là, on est revenu à égalité de points avec l'Inter. Et c'est ça qui est important, parce que très clairement, la course au titre, ça va être entre l'Inter et nous. Enfin, je sais pas, mais en tous les cas, si tu veux gagner le titre, il va falloir battre l'Inter. Et c'est tout. Et il faut s'accrocher à eux. Alors après, est-ce que Milan aura la possibilité de s'accrocher à l'Inter? Ça, je sais pas. Parce que bon, est-ce que c'était une victoire sans lendemain? C'est très possible avec Milan. Est-ce que ça va être le début d'une nouvelle histoire comme, je sais pas, le 5-0 contre l'Atalanta a été le début d'une nouvelle histoire en 2019 avec l'arrivée de Pioli et puis hop là, tout d'un coup, au bout de 4-5 matchs, tout s'est mis en place et voilà, aidé par le Covid aussi. Donc voilà, mais c'est possible. Ça peut être le début de quelque chose, ça peut être aussi un one-shot parce que beaucoup d'orgueil et puis ce jour-là, ça a marché, quoi. Donc je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas d'avis. Hein. Je vais pas m'enflammer parce que Milan a gagné contre l'Inter, même si c'est clairement la meilleure équipe d'Italie, voire probablement une des meilleures équipes d'Europe. Donc c'est quand même bien, mais bon, on les a déjà vus. Hein. Ils ont fait 2 matchs nuls à l'extérieur. Enfin bref, voilà quoi. Moi, je pense que c'est le début de quelque chose. Même Abraham, ça se voyait, il était illuminé par ce qu'ils avaient fait. Oui, ça c'est vrai. Record de recettes pour un match italien, explosé par le derby de la Madonnina. Ce dimanche, l'Inter recevait l'AC Milan en clôture une rencontre qui a rameuté 75 366 spectateurs. Bravo.
Félicitations, nos amis interistes. Dans les tribunes du stade San Siro, donc je connais pas Giuseppe Meazza, je sais pas qui c'est, avec un San Siro plein à craquer et des places vendues au prix fort en raison de l'affiche, la rencontre a dégagé 7 625 430 € de recettes. Bravo, c'est beau. Espérons que pour le Milan-Inter soit la même chose, parce que c'est bien, 37 millions sur un match, sur un seul match. Donc ouais, on verra bien. En tous les cas, c'était un très beau match. Franchement, vraiment très beau. C'est pas comme si tu t'étais emmerdé ou quoi. C'était un match exceptionnel. Vraiment d'intensité, tactique, physique, d'agressivité, etc. Et Tammy Abraham, alors oui, il est à Milan, oui, il pourrait, voilà. Mais il disait, j'ai joué de très grands derbys, derby de Rome et derby de Londres. Avec Chelsea, et il dit j'ai jamais vu un truc comme le derby de la Madonnina, et d'ailleurs je vais terminer là-dessus avant qu'on passe sur la première ligue, mais je pense sincèrement, et je le dis pas parce que je suis supporter milanais, je le dis parce que vraiment je le pense, c'est le plus grand derby du monde. Je pense qu'il n'y a aucun derby qui regroupe sur le terrain 10 Ligues des Champions, 39 titres de champion, je sais pas combien de coupes de l'UEFA, de coupes des coupes, de super coupe d'Europe, de super coupe d'Italie, de coupe d'Italie, etc. C'est le plus gros derby qui existe. Tu peux prendre au Real, à Madrid, le Real Atlético. L'Atlético n'a rien gagné, ou très peu, quelques titres, jamais de coupe d'Europe, enfin jamais de Ligue des Champions. À Barcelone, c'est la même chose. Liverpool-Manchester United, bah très clairement, il y a une vraie différence entre Liverpool-Manchester United. Ok, c'est du même calibre pour moi que Milan-Inter, mais c'est pas vraiment un derby de la ville, quoi. Forcément. Alors, ok, Liverpool et Manchester, c'est pas très loin, mais c'est pas un derby. Donc voilà, ouais, non, je pense que c'est le plus grand derby qui existe sur la planète foot. Et c'est le plus classe, c'est le plus glamour, c'est voilà quoi. Je pense qu'il n'y a pas au-dessus quoi. Quand tu as 10 Ligues des Champions et 39 titres de champions qui s'affrontent, qu'est-ce que tu veux dire en fait? C'est l'histoire du foot qui s'affronte quoi. Donc bravo. En termes de derby niveau palmarès, oui. En termes d'ambiance, pas du tout. Bah, je sais pas moi. Tu penses à quoi? Tu penses à Boca River ou tu penses à des trucs comme ça? C'est possible, mais en termes d'ambiance, je sais pas quel derby. Alors, en termes d'ambiance, je pense que le derby le plus chaud, ouais, Boca River probablement. Et en Europe, je pense que avec le derby de la Lanterne, Genoa-Sampdoria, on n'est pas loin d'avoir le derby le plus chaud. Bon, après, il y a les derbys turcs, c'est vrai. Faut pas oublier les derbys turcs et les derbys grecs. Mais le truc, c'est qu'en fait, le derby milanais, il est vraiment non seulement prestigieux à cause du palmarès. Souvent, heureusement, c'est des derbys pour la lutte pour les très hautes places du classement. Très souvent, tu as des très bons joueurs sur le terrain. C'est glamour, parce que c'est Milan. C'est un très beau stade. Bref, il y a beaucoup de choses qui fait en sorte que... C'est pour ça que je pense que c'est le plus grand derby du monde, parce qu'en fait, c'est vraiment un mix de tout. Alors, c'est pas forcément le meilleur tout le temps, sauf en palmarès, où là, il n'y a pas à discuter, mais quand même, c'est pas mal. En termes de palmarès, ne pas oublier les United-Liverpool. Oui, tout à fait. Ce que je te dis, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, si tu regardes United-Liverpool, c'est 9 Ligues des Champions et 39 titres aussi, je pense. Il me semble, hein. Il y en a un qui est à 20 et l'autre qui est à 19. Un truc dans le genre. Donc c'est à peu près, c'est très semblable. Le seul truc, c'est qu'ils sont pas dans la même ville. Donc voilà, mais ils sont pas loin, donc tu peux comparer Manchester United mais c'est pas glamour. Ce qui est glamour, c'est Milan, c'est pas Liverpool. Je sais pas si vous êtes allé passer des vacances à Liverpool ou à Manchester, mais je vous jure, c'est pas glamour. Glamour n'est pas un mot que tu peux prononcer là-bas. Ça n'existe pas. Il y a plein d'autres mots que tu peux prononcer, mais pas glamour. Donc voilà. Mais c'est sympa, hein, le football anglais, mais c'est pas glamour. C'est clair, c'est sûr et certain. Donc voilà, bref. Voilà, un petit peu sur le derby de la Madonnina. Glamour et l'Angleterre, c'est rarement possible. T'as tout à fait raison. C'est très très rare. C'est pas trop ça. Bon, après ils ont d'autres qualités, hein, mais voilà. Ils ont l'After Eight, par exemple.
Arsenal y est presque. On va passer justement à l'Angleterre. On va aller voir nos cousins. Enfin, nos cousins. Oui, c'est un peu nos cousins. Ils nous ont occupés pendant 8 siècles. Donc on va dire que c'est des cousins. Ils ont Haaland, c'est vrai. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé son attitude pendant tout le match contre Arsenal. Entre quand il marque le but, il met la balle dans la tête de Gabriel. Ensuite, comment il parle à Arteta. Mais t'es qui toi en fait? Comment tu parles à un coach? J'aime après comment il parle à Gabriel Jesus. Franchement, vraiment, j'avais pas l'impression que Haaland c'était une personne comme ça. Alors, on n'a pas tout le contexte. Peut-être que c'est eux qui ont commencé, je sais pas. Mais là, en tous les cas, sur la fin de truc, Arteta, il lui répond même pas, il lui parle pas en fait. Donc, ouais, je sais pas, bref. Enfin. Arsenal y est presque. Pourquoi Arsenal y est presque? Parce que Arsenal était à ça de toucher au Graal, c'est-à-dire si tu veux gagner un titre contre Manchester City, comme Liverpool l'a fait quand il gagne le titre, il faut gagner à Manchester City, il faut gagner même les 2 matchs aller-retour si tu veux être tranquille, ou en tous les cas faire une victoire à l'extérieur et un match nul au moins chez toi. Mais tant que tu n'arrives pas à faire ça et que tu n'arrives pas à prendre au moins 4 ou 6 points d'avance sur eux, en fait, tu gagnes pas le titre, en réalité. C'est contre eux que tu dois gagner le titre. C'est pas contre les autres, parce que contre les autres, ça y est, on a compris qu'Arsenal tapait à peu près tout le monde et que Manchester City tapait à peu près tout le monde, qui avait, 2-3 écarts dans la saison, des matchs nuls par-ci ou par-là, mais que là où ça se réglait, c'était quand ils se rencontraient, en fait. Et Manchester City, jusqu'ici, a toujours réussi soit à gagner, soit à s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il continue à gagner. Et effectivement, malheureusement, j'ai cru que là, ça allait vraiment être l'année du titre pour Arsenal. Et j'ai bien l'impression que ça va être encore trop court. Ou à moins qu'il gagne de façon probante à la maison, Arsenal, au match retour. Mais honnêtement, ça va être très compliqué, très très compliqué. Et c'est vrai que le deuxième carton jaune de Trossard, est-ce qu'il est sévère, est-ce qu'il est pas sévère? Je pense que quand tu sais, en fait, il y a un truc que je dois vous dire, je me suis posé la question. Alors, je suis pas devin, loin de là. Vous connaissez mes qualités de pronostic, mais en revanche, je regarde du foot depuis un petit moment, et j'avais vu que Trossard avait pris un carton jaune. Et peut-être 3 ou 4 minutes avant, il met une grosse boîte à quelqu'un, et je me dis, il va quand même sacrément fort pour quelqu'un qui a un carton jaune. Ce serait vraiment con, alors qu'il mène et tout, qu'il prenne un rouge. 3 minutes après, il fait déjà, je pense que le tampon sur Bernardo Silva était quand même méritait limite le jaune, parce que c'est coude en avant, il joue pas la balle, il joue l'homme en premier, etc. Mais alors, derrière, taper dans la balle pour gagner 30 secondes quand t'en es à la 50e, mais c'est complètement débile. Donc, quelque part, il le mérite parce qu'il est con, franchement. Après, oui, c'est dommage que juste ça vienne gâcher un choc qui a complètement transformé ensuite la deuxième mi-temps et fait en sorte que c'était fort à la mot, quoi, avec presque à un moment donné, il y avait 92% de possession de balle pour Manchester City. 92%, j'avais rarement vu ça. Même si... et alors, pour moi, c'est un cauchemar, ça. Hein. Le match que j'ai vu, là, City-Arsenal, c'est un cauchemar. C'est horrible de voir Manchester City jouer à la baballe, là, comme ça, mais ça me rend fou, moi. Je ne peux plus. Les équipes de Guardiola, quand elles commencent à jouer à la baballe autour d'une défense regroupée, je n'en peux plus. Je vous dis, j'ai des boutons. J'ai regardé jusqu'au bout parce qu'il y a Buena Serra Calcio, je vous le dis, sinon j'aurais changé. C'est sûr et certain. Donc voilà. Sinon j'aurais pas regardé cette merde. Je peux pas regarder. Le football de Guardiola m'horripile. Vraiment, j'en ai de plus en plus marre de cette façon de jouer. Ça me gonfle. Et ces joueurs sont de plus en plus imbus d'eux-mêmes. J'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Et je fais des micro-dribbles et je fais une passe à gauche. Et je fais un micro-dribble et je fais une passe à droite. Non mais c'est horrible, hein. C'est horrible à regarder, franchement. Donc en plus, bon... Alors, ils marquent dans des circonstances un peu bizarres. Enfin, un peu bizarres, je veux dire. C'est un cafouillage, voilà. Bon, forcément, parce que on en vient à ce qu'on disait sur Arsenal.
Mais d'abord, je vais lire les commentaires. Sur Canal, ils disent qu'il n'y a jamais carton. Je suis pas d'accord du tout. Non, je pense qu'il y a carton parce qu'il est con. Vraiment. Honnêtement, c'est dommage, mais il y a carton pour moi. Après, l'arbitre aurait dû vraiment avertir Trossard verbalement et Arteta le sortir ensuite. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais. À la 86e minute, 92-8 la possession. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait flipper quand même. Et donc oui, donc le truc c'est que Arsenal en fait, qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Mais ils proposent pas grand-chose Arsenal en vrai. En vrai, que ce soit contre Manchester City ou contre d'autres équipes, alors contre d'autres équipes ils dominent un peu plus, donc ils vont produire un peu plus de jeux, mais honnêtement c'est pas fou. Et surtout c'est une équipe qui repose sur une défense centrale absolument magnifique. Gabriel Saliba, honnêtement, mea culpa sur Saliba, dont je trouvais pas que c'était un super défenseur. Honnêtement, c'est un défenseur hors norme. Gabriel, qui vient du Milan, qui vient du Brésil, mais qui est passé par Milan, qui est passé ensuite par Lille, il me semble. Très clairement, super défenseur aussi. Alors, moins fort que Saliba, moins en contrôle techniquement et tout, mais en revanche, une grinta, une agressivité, un physique vraiment impressionnant. Donc, non, franchement, et puis après, même les latéraux sont bons, les milieux de terrain partaient, c'est du très, très, très lourd. Declan Rice, c'est très, très lourd. Et quand tu as ces 6-là, plus un Raya qui est plutôt pas mauvais, c'est pas non plus le goal du millénaire, mais il fait un très bon match, par exemple, contre Manchester City, mais bon, voilà, en fait ça donne un truc vraiment de l'espace, donc voilà. Mais après en attaque, Martinelli cette saison c'est pas fantastique. Comme numéro 9, Kai Havertz dans le match contre City il n'existe pas, il existe contre Nottingham Forest ou des trucs comme ça parce que techniquement il est très au-dessus, mais bon voilà. Et puis à droite, Saka ça devient de plus en plus, je trouve, stéréotypé. Voilà, je pense qu'il a beaucoup joué Saka malheureusement ces 3 dernières saisons et que là il arrive un peu dans le dur. Ils ont fait des gros booms dans le ballon comme des mecs de district, absolument, je suis d'accord avec toi. T'as vu leur banc Arsenal, à part Sterling, Jorginho, Jesus, beaucoup de jeunes inconnus, c'est vrai. Et Odegaard leur a beaucoup manqué pour l'attaque. Non, ça c'est vrai aussi que Odegaard c'est le playmaker et que c'est vrai qu'il organise beaucoup le truc, et quand tu perds Xhaka déjà qui avait fait quand même une super saison il y a 2 saisons, puis ensuite tu perds Odegaard en plus, ça commence à faire effectivement beaucoup moins d'options de jeu parce que Partey, Declan Rice, c'est des très très bons joueurs de football défensif et relayeurs on va dire, mais c'est pas du tout des créateurs. Donc oui, c'est compliqué, ça je suis d'accord. Martinelli, je trouve qu'il est au bout, et Saka aussi, ce qui fait que ça donne pas grand chose quoi. Je suis pas, moi par le jeu d'Arsenal, je suis pas convaincu. En revanche, leur tactique sur coup de pied arrêté, c'est assez infaillible. Franchement, ils sont très très forts. Je veux dire, le but qui marque Gabriel, ils lui font 2 fois à Manchester City. D'abord, c'est Bernardo Silva qui marque Gabriel. Là, déjà, tu te demandes ce qui se passe. Et ensuite, c'est Walker qui dit en gros à Gabriel, c'était très marrant ça, qui dit à Bernardo, t'inquiète, je m'en occupe, qui prend le même vent, c'est-à-dire appel contre appel, merci, et je vais exactement au même endroit, mais cette fois-ci, c'est cadré. Donc, voilà. Il repose sur les coups de pied arrêtés et une énorme défense. T'as l'impression d'être dans le football italien des années 90. Donc voilà. Bon, mais c'est après, il paraît que c'est Arsenal. Alors comme c'est Arsenal, ça doit jouer au football. Mais les gens, en fait, ils sont aveugles. Ils regardent pas le foot, je pense pas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'en fait, ils vivent sur des stéréotypes. Il y a beaucoup de gens dans le football qui vivent sur des stéréotypes des années 80. Ils pensent toujours que le football italien est un football défensif, que Arsenal joue bien au football, que, je sais pas, le Barça, c'est le tiki-taka, et que c'est un club formateur. Tu sais pas d'où ça sort, ça. Des trucs comme ça, en fait. Ou que l'Ajax forme aussi tous les joueurs qui sortent de chez eux. Ce qui est pas vrai non plus. L'Ajax fait de la post-formation. Donc, il y a plein de stéréotypes comme ça dans le football. Donc, mais bon, après c'est sympa, c'est pas grave, si ça leur plaît, c'est bien. Mais bon, Arsenal joue pas bien au football en ce moment, mais en revanche, ils sont très très sérieux. Donc tu peux pas tester, ça s'est vu contre l'Atalanta par exemple. Par contre, à City, il y a vraiment eu un avant et après Rodri, clairement le métronome de l'équipe. Kovacic est bien gentil, mais Rodri a 2 Kovacic dans la tête et les jambes. Oui, bien sûr. Rodri, je te dis, pour moi, c'est vraiment le ballon d'or de l'année dernière, et
probablement le Ballon d'Or de cette année, même si le Real a gagné, ce que tu veux. Rodri, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. C'est le mec le plus... je déteste dire ça parce que je déteste toutes les équipes dans lesquelles il joue, mais ça change pas que t'es obligé de le dire en fait. C'est un Busquets plus puissant physiquement, mais exactement avec les mêmes qualités que Busquets, sauf qu'en plus lui il frappe, il a un bon jeu de tête, physiquement tu le bouges pas, c'est pas possible, et en plus il a la même technique que Busquets. C'est un alien lui. Sérieusement, lui c'est un alien. Donc ouais, c'est clair que Manchester City va avoir beaucoup de mal à faire sans lui. Après, malheureusement, j'étais en train de me dire, Rodri, le pauvre, il s'est porté l'œil tout seul. Ça fait 2 ans qu'il crie dans le désert qu'il joue trop, qu'il va se blesser, qu'il joue trop, qu'il va se blesser, qu'il joue trop, qu'il va se blesser. Bon, bah là, voilà. Je sais pas si tu voulais faire une démonstration, mais t'as réussi. donc voilà, là, il aura du temps pour organiser sa grève, parce qu'apparemment, il va y avoir une grève pendant la Coupe du Monde des clubs. Ce serait bien, d'ailleurs. Hein. Franchement, ce serait top, parce que la Coupe du Monde des clubs, là, c'est l'hérésie suprême. Hein. Là, on y arrive... on est au summum. Avec, tu mixes ça avec en plus la Ligue des Champions à rallonge, alors là c'est jackpot pour les joueurs. Moi je sais pas comment ils vont faire, mais bon, bref. Voilà, on a perdu Rodri. Donc c'est vraiment dommage. Mais le Real qui pensait beaucoup à lui pour la saison prochaine, bon, il sera peut-être remis pour la saison prochaine. Hein. Ça c'est clair que le Real avec Rodri au milieu, ça c'est le milieu qui leur manque, très clairement. C'est-à-dire que la perte de Kroos et de Modric, parce que Modric est encore là, mais ils l'ont perdu. Le Modric qui était vraiment influent sur le jeu, ils l'ont perdu malheureusement. Et ce qui est normal, hein, avec son âge, c'est totalement normal. Mais voilà, là ils ont essayé de le mettre titulaire. Tu vois que ça galère en fait. Enfin, là, il a plus du tout le même. Il a toujours la même qualité technique, mais plus du tout le même volume de jeu. Donc c'est compliqué. Donc c'est très compliqué et c'est pas les charlots qu'ils ont au milieu qui vont faire la maille hein, au Real. Hein. C'est ça le vrai problème. Hein. C'est pas Monsieur Penalty ou Vinicius. Hein. Parce que oui, donc qui a un Mbappé a priori, donc après un contrat penalty, hein, donc tout le monde loue ses stats, mais c'est que des penalties. On va peut-être l'appeler Penaldo, remarque, comme l'autre. Hein. Donc c'est possible. Bref. Voilà, en tous les cas, en première ligue, un peu ce qui s'est passé. Tous les autres matchs étaient éclatés au sol, il faut bien le dire. J'avais absolument pas envie de regarder des Chelsea, Bournemouth ou je sais pas quoi. C'était vraiment, il y avait aucun autre gros choc. Il y avait un super gros choc, mais après tout le reste c'était vraiment naze. Donc voilà, bon, c'était voilà. Chelsea en revanche qui est en très grande forme. Hein. C'est quand même assez spectaculaire quand même. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Je veux dire, j'ai rien pour ou contre Chelsea, mais c'est quand même marrant de les revoir un peu dans le haut du classement. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus 5e du championnat. Hein. Franchement, c'est quand même bien. Franchement, c'est quand même bien. Ces derniers temps, quand même, tu pouvais quand même plutôt regarder dans la deuxième partie de classement pour quand tu parlais de Chelsea. Donc voilà. Bravo à Aston Villa qui perd des joueurs mais gagne toujours. Ouais, c'est vrai. Non, bah de toute façon, il fait du bon boulot, hein, leur coach. Hein. C'était pas une pompe à vélo, le coach du Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain qui a une pompe à vélo générale, on va dire, d'organisation, mais pas leur coach. Hein. Ça a jamais été vraiment un problème. Hein. Voilà pour la première ligue. Et puis enfin, on va peut-être se faire un petit tour en Bundesliga. Pourquoi ? Parce que il y avait quand même des matchs qui étaient très intéressants ce week-end et en l'occurrence qui étaient en particulier sur les gros performeurs de l'année dernière. C'est-à-dire Stuttgart, c'est-à-dire Dortmund, c'est-à-dire le Bayer Leverkusen, c'est-à-dire bien sûr le Bayern. Donc voilà, effectivement, c'est ça, tu commences à pouvoir voir un petit peu quelque chose qui se dessine. Et je trouve que Stuttgart, après un début de saison vraiment compliqué, probablement le temps de digérer le départ de Guirassy et puis voilà, et puis aussi une très très bonne saison avec la Ligue des Champions et tout. En fait, ils ont fait déjà un super match dans la semaine contre le Real. Franchement, la victoire de Real, elle est quand même un peu tirée par les cheveux. Mais bon, voilà, c'est le Real. Ils sont en maîtrise plus ou moins, mais ils savent maîtriser ce genre d'événements.
Donc chapeau, mais je trouve qu'ils ont très très bien digéré le départ de Guirassy, et puis alors là, en l'occurrence, ils l'ont montré de façon absolument spectaculaire contre le Borussia Dortmund, avec Guirassy sur le terrain. Donc ça, c'était très drôle, et ils leur ont mis quand même une sacrée roustade, hein, puisqu'ils leur ont mis 5-1. Ils n'ont pas rigolé. Guirassy d'ailleurs est le seul buteur du Borussia Dortmund, donc on peut considérer que Stuttgart a gagné 6-0. donc voilà. Donc non, franchement, très très bien. Moi, ces 2 matchs d'affilée là qu'ils ont fait, bon déjà ils sont sur 2 victoires d'affilée en Bundesliga, et en plus de ça, ils gagnent vraiment de façon très très nette contre le Borussia Dortmund. Bah, ça leur permet de se replacer gentiment parce que bah ouais, ça commence à être intéressant. Enfin bon, ils sont quand même pas super loin, mais ils passent devant le Borussia Dortmund à la 7e place, soit, c'est pas fou, mais ils passent quand même devant le Borussia Dortmund grâce à cette victoire. Donc ça peut être pas mal. D'ailleurs, ça commence à devenir un petit peu inquiétant pour le Borussia Dortmund avec la 8e place. Hein. Nouri Sahin, qui est soi-disant des super principes de jeu, je veux être ultra protagoniste, tout ça. Pour l'instant, c'est de la pompe à vélo. C'est un peu un Fonseca d'Allemagne, Nouri Sahin. On l'aime beaucoup, il est très gentil, mais bon, ça fonctionne pas. Alors, attention, avec Fonseca, on sait jamais, hein, tout est possible. Hein. J'espère d'ailleurs que ça va fonctionner, mais pour l'instant, c'est quand même plus du blabla qu'autre chose. Donc voilà. Donc ouais, le Bayern, effectivement, t'en parlais tout à l'heure, Pipovici, le Bayern, il rigole pas. Hein. 4 matchs joués, 4 victoires, 16 buts pour. Voilà. Donc une moyenne de 4 buts par match. On est tranquille. Alors oui, ok, en Ligue des Champions, ils ont mis des roustades de l'espace intersidéral. Donc c'est quand même... ça commence à devenir quand même un petit peu spectaculaire, ce Bayern. Donc très très bien, ils sont en tous les cas très très bien partis. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas partis comme ça. Donc vraiment impressionnant. Ce qui fait que... Alors Stuttgart va pas être le concurrent du Bayern, hein, mais... Je trouve qu'ils se réveillent bien et c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Moi, j'ai beaucoup aimé le match contre le Real et donc voilà. Et le Bayern est en très grande forme. Et le Bayer Leverkusen, bah, t'as l'impression que c'est un peu le miracle permanent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, depuis le milieu de saison dernière, en fait, au Bayer Leverkusen, tout est un peu à l'arrache. Mais vraiment tout, hein. D'ailleurs, bon, après, ils ont de temps en temps des petites piqûres de rappel, hein, la finale de Ligue Europa, la défaite qu'ils ont pris en championnat très très tôt cette année, etc. Et en fait, alors ok, ils ont encore gagné, etc. On peut dire tout ce qu'on veut. Ça change pas que c'est toujours à l'arrache en fait, et ça devient de plus en plus à l'arrache. Alors tu peux pas vraiment dire que enfin, je sais pas, moi ça fait longtemps que je dis que c'est une équipe en surchauffe. Maintenant, je sais pas combien de temps ça va durer, en fait. C'est une équipe en surchauffe, mais qui tient bien la surchauffe. Donc ça, c'est sûr. Mais elle est en surchauffe, en fait. Elle ne domine plus ses matchs comme avant, etc. Donc, je sais pas si ça va vraiment être le contender du Bayern, parce que j'ai l'impression que ce Bayern-là, cette saison... ça va être très compliqué d'aller les chercher. Hein. Honnêtement, en tous les cas, leur début de saison est vraiment impressionnant. Et ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas montré aussi peu de faiblesse. Alors, ils ont quand même une petite faiblesse, le Bayern, c'est qu'ils encaissent pas mal de buts, quand même. C'est pas non plus stratosphérique, mais quand même, ils en encaissent. Donc ouais, c'est... Alors là, ils en ont pas encaissé ce week-end, mais ils en ont pris... Ok, bon, ils en ont pas pris beaucoup. Ils en ont pris 3. Donc oui, non. Non, c'est moi. Excusez-moi, voilà. Je retire ce que j'ai dit, mais j'avais l'impression qu'ils avaient pris quelques buts en Ligue des Champions, ils les ont pris. Et en championnat, mais oui, non, effectivement. Olysée, quel joueur entre les JO, première avec les Bleus de Dédé et son début de saison au Bayern, la star de l'été. C'est vrai que, je sais pas si c'est la star de l'été, mais lui, il fait pas trop de bruit. Et il marque, hein. Il marque des buts, il fait des passes décisives. Franchement, pas mal. Après, je dois avouer que, je sais pas, esthétiquement, j'aime pas trop ce joueur. Ça change pas que je reconnais son efficacité, vraiment. C'est son dynamisme et tout. Il a une espèce de fluidité comme ça. T'as l'impression qu'il est pas rapide, mais pourtant il passe. Je sais pas. Mais bon, mais esthétiquement, j'aime pas trop.
J'aime pas trop ces mouvements. Mais bon, après, là, c'est du goût et des couleurs. Hein. C'est comme aimer la vanille ou la pistache. Hein. Il n'y a rien d'objectif dans ce que je dis. Leverkusen, c'est incroyable. À la fin des matchs, t'as les mecs, ils se posent devant les buts et les ballons sont aimantés et ça arrive dans les pieds. Toujours en fin de match dans les surfaces adverses, malgré le surnombre de la défense adverse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et bon, après, voilà, ils mettent leurs défenseurs centraux en numéro 9, etc. Ils font ce qu'il faut. Pour l'instant, ils ont le bonheur de pas se prendre des contres assassins, mais bah ouais, c'est assez fou. En Allemagne, très déçu par le début de saison du RB Leipzig, ouais, absolument. Malgré n'avoir perdu aucun joueur. Pas ouf, ouais. Je suis d'accord, c'est pas foufou. Une équipe qui l'année dernière, moi, en tous les cas, m'avait fait une super bonne impression. Bah là, ils sont un peu dans le gros péto, on va dire. Entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, il y a 2 points. Donc entre le 8e et le 2e, il y a 2 points. Donc 7 points, 9 points, et puis après, tu as le Bayern un peu tout seul à 12. Donc tu vois déjà qu'il y a un petit creux qui a été fait par le Bayern dans cette Bundesliga qui est quand même assez dense. Donc ouais, Leipzig, ils sont, je sais pas. Ouais, alors là, pour l'instant, tu vois, ils ont fait 2 victoires, 2 matchs nuls sur leurs 4 derniers matchs, mais tu sens qu'ils sont pas dans la bonne passe, quoi, en fait. Là, on dirait que c'est pas terrible. Ouais. Puis je trouve que Xavi Simons, il fait un mauvais début de saison. Je sais pas, il est pas décisif, il fait très fréquemment les mauvais choix. Loïc Openda, il joue tout seul aussi. Il veut pas jouer avec Sesco. Je sais pas, ils se sont embrouillés, je sais pas ce qui s'est passé, mais le mec ne fait absolument aucune passe à Sesco. Ça fait plusieurs fois que je regarde ça. Vraiment, je sais pas. Bref, on a l'impression que le groupe vit pas bien, en fait. C'est que des individualités qui essayent de faire des différences. Voilà exactement la réflexion que j'ai eue sur les 3 matchs que j'ai vus du RB Leipzig depuis le début de saison. En fait, ils défendent ensemble, ils font une espèce de pressing ensemble, etc. Et quand ils ont la balle, bah, il y en a un qui prend la balle, il va tout droit. Il essaye de dribbler tout le monde pour frapper. C'est très bizarre et il fait pas de passe, que ce soit Simons, soit Sesco, que ce soit Openda, que ce soit tous ces gars-là, ils prennent la balle, ils vont tout droit, ils essayent de dribbler tout le monde pour marquer. Moi ça me surprend. Je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais et ça fait plusieurs fois. À chaque fois que je regarde Leipzig, je me dis mais en fait il y a pas de jeu offensif. Je récupère la balle, je vais tout droit. Donc forcément ça marche pas souvent. Même Ronaldinho il y arrivait pas. Même Messi, il avait besoin des autres, au moins que Busquets lui laisse la balle, par exemple, contre le Real. Mais bon. Son euro était Jakarta, Simons. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il avait fait plutôt une très bonne saison, en fait. Et je pense, je sais pas s'il a mal géré le fait qu'il avait fait une très bonne saison ou quoi, mais ouais, effectivement, c'était pas top, son euro. Donc voilà, ouais. En tous les cas, voilà, Bundesliga, je trouve que Stuttgart, c'est bien qu'il soit revenu. Dortmund, je suis pas convaincu, mais je trouve que Stuttgart est sur une très très bonne lancée. Leipzig, pas terrible. L'Union Berlin, bon, ils sont là un peu, je sais pas, par hasard, on va dire. L'Eintracht Francfort, très bon début de saison. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus comme ça, Francfort. Très belle équipe, et puis surtout très très beau public, donc c'est très bien. Fribourg, grosse surprise, Fribourg aussi. Et puis le Bayer Leverkusen, moins de surprises, mais bon, voilà quoi. Ils ont quand même marqué 13 buts, le Bayer Leverkusen, mais ils en ont encaissé 9. Donc, tu vois, c'est 3 fois plus que le Bayern, par exemple, qu'on a encaissé 3. Donc, c'est quand même... D'ailleurs, en fait, si tu regardes, ça, c'est quand même spectaculaire. C'est-à-dire qu'il faut que tu descendes à la 12e place pour trouver une équipe qui a pris plus de buts que le Bayer Leverkusen. C'est quand même pas rassurant. Tu peux pas considérer que tu peux jouer le titre en encaissant autant de buts. C'est pas normal, en fait. Tu prends quasi 2 buts par match. T'imagines le nombre de buts que tu dois marquer pour gagner tous tes matchs. C'est monstrueux. Sur 5 matchs, ils prennent 9 buts. C'est pas normal, en fait. Il y a un problème. Je suis même pas sûr qu'une équipe comme Milan prenne autant de buts. Qui est pourtant une équipe éclatée au sol depuis le début de saison. Donc, d'ailleurs, Milan est l'équipe qui a marqué le plus de buts en Serie A. C'est complètement bizarre, en fait. Je reviens là-dessus, mais c'est très bizarre parce que Milan a marqué 11 buts
et c'est ceux qu'on marqué le plus, et ils ont encaissé 7 buts, tu vois. Une équipe qui est 7e du championnat a encaissé 2 buts de moins que le Borussia Dortmund. Et en Italie, il n'y a pas d'équipe qui a pris plus de 9 buts. C'est Parme qui a pris 9 buts. C'est le maximum que tu puisses prendre en Italie sur 5 journées. Donc voilà, hein. C'est quand même... Ouais, je suis pas... Moi, je suis... c'est pas mal. Vraiment, ça me conforte dans l'idée que le Bayern est en surchauffe, en fait. Là, pour l'instant, ils ont une réussite extraordinaire, mais je suis pas sûr qu'ils aillent vraiment très très loin cette année. On peut parler de l'Olympico maintenant, un peu de Lofter comme Lirola Garcia et un Roe qui marque, c'était mythique. J'ai gueulé comme un ouf sur le magnifique but de Roe à 2-2, j'étais dépité. Ouais, je veux bien le croire. Mais oui, c'était quand même un match apparemment. Alors, j'ai pas du tout vu le match, ni même le résumé. Mais effectivement, en revanche, j'en ai entendu parler et c'est vrai que même tous les buteurs sont surprenants. Il y a aucun buteur où tu te dis ouais, c'est normal qu'il marque en fait. C'est pas, tu vois, tu t'attends beaucoup de monde qui marque des buts à Marseille, mais pas du tout eux. Les 3 buteurs sont 3 gars qui viennent de l'hyperespace et qui marquent tout d'un coup. Donc ouais, c'était... Mais c'est bien, ça fait penser un peu au 5-5... Ah, c'était quoi? C'était pas le 5-4... Il y a eu un 5-4 Marseille-Lyon, mais je sais plus qui a gagné. Et il y a eu bien sûr un 5-5 Marseille-Montpellier, mais c'est autre chose. Des Zerbi 5-5, ouais. Des Zerbi Masterclass, il a joué les 3 points malgré notre infériorité numérique. Ouais. Ah ben des Zerbi, de toute façon, ça passe ou ça casse. Hein. Là, c'est passé, mais vous auriez pu en prendre 6. Hein. Parce que il faut pas oublier que j'ai regardé les stats du match. Lyon, ils vous ultra dominent, en fait. Ils ont 150 occasions. C'est parce qu'ils ont quand même... je pense qu'ils ont recruté... ils ont recruté des joueurs non-voyants, à mon avis, parce que c'est pas possible de rater autant d'occasions. Il y a un problème. Hein. Non, c'est pas... Non, il y a un gros souci avec Lyon. Parce qu'en théorie, ils doivent gagner ce match. Limite, ils sont meilleurs que Marseille. À 10 ou pas, en fait. Hein. Donc voilà. La Casette, nulle de chez lui. Ouais. Cet Olympico, on avait égalisé aussi en toute fin de match, ouais, sur le 5-5. Et il était fou, celui-là. Celui-là, je l'avais vu. Il était pas mal. Ok. Eh ben écoute, non, mais c'est bien. C'est bien qu'on termine comme ça. Grosse victoire. En tous les cas, ça fait 3 personnes très heureuses, en fait. Hein, là, aujourd'hui, dans Buonasera Calcio. Au JCRM qui est ravi de son Olympico. Pipovici et moi qui sommes ravis du derby de la Madonnina. Donc voilà, c'est parfait. La vie est belle. On va pouvoir kiffer la semaine et puis se projeter gentiment sur le match de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine avant qu'on se quitte? Qu'est-ce qu'il nous dit Pipovici d'abord? Attends. Alors, hop. On revient. Semaine prochaine. On va se mettre à vendredi parce que maintenant ça commence le vendredi. Hein. Déjà, je veux pas rater l'Arkema D1. Hein. Tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, Lyon-Strasbourg. Non, c'est une blague. Hein, j'en ai rien à foutre. Hop là. Qu'est-ce que... Vendredi, il n'y a rien. Vendredi, il y a un petit Milan-Lecce. Bon, il n'y a que moi qui vais le regarder. Et puis Pipovici, probablement. Voilà, mais sinon, il n'y a rien de spécial. Samedi, qu'est-ce qu'on a samedi? Samedi, on a un beau Newcastle-Manchester City, qui peut être pas mal, parce que Newcastle est plutôt bien. Un très bon début de saison de Newcastle. Un Chelsea-Brighton, qui peut être sympa aussi. Ça peut bien jouer au football. Voilà, c'est à peu près tout en Angleterre. En Espagne, c'est quand même rare, hein, les belles affiches. Hein. Parce que tu as 3 équipes, 4, allez, avec l'Athletic Bilbao, mais sinon, c'est compliqué. Hein. En Allemagne. En Allemagne, il y a le Bayern Nico. Il y a Bayern Munich, Bayern Leverkusen. Donc là, samedi, réveillez-vous, 18h30. Là, on va savoir qui est en surchauffe ou qui n'est pas en surchauffe. Qu'est-ce qu'on a en Italie? On n'a pas grand-chose de fou sur le samedi. Hein. Alors, Udinese-Inter, l'Udinese, bon, qui a perdu, qui a pris une grosse roustade ce week-end contre la Roma, mais qui est toujours quand même 3e du championnat contre l'Inter 6e. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis c'est à peu près tout le samedi. Et enfin, le dimanche,
Qu'est-ce qu'on a le dimanche? Ah bah United Tottenham, le 10e contre le 11e. C'est quand même clinquant, mais c'est pas c'est moche quand tu regardes le classement. Bilbao Séville, non ça c'est nul, parce que Séville est nul. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le derby de Madrid quand même, Atlético Real Madrid, donc ça va être cool. Atlético Real Madrid, ça c'est bien. Et puis en Italie, rien. C'est simple, rien. Bah en Italie, que dalle. Donc voilà, excepté Inter Udinese, Torino Lazio, je pense pas que ce soit génial. Rome Venise, bof. Comme Hellas Vérone, Empoli Fiorentina, Naples Monza. Donc autant vous dire que ça va être la fête. Week-end prochain, ça va être Espagne, Allemagne et puis Milan pour moi, mais c'est tout quoi. Donc voilà, Espagne-Allemagne la semaine prochaine. Salut Mehdi, j'arrive en retard, je regarderai le replay. Oui, en plus, il y a mes excuses, Pic. Hein. Donc voilà, j'ai pas trouvé de déguisement de Bigouden, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il nous dit au JCRM? Et en Ligue 1, 3 équipes à 13 points. Ah, c'est pas mal, oui. Rarement vu ça après 5 journées, effectivement. En Allemagne, il y a surtout le Bayern de Bayer, et dimanche, il y a le derby de Madrid, effectivement. Donc Espagne, Allemagne, et un petit peu d'Italie pour... Ah, il y a un Manchester United Tottenham quand même. Allez, on va se faire les 4 championnats quand même. On va réussir à se faire les 4 championnats. Bon, bah écoutez, ça a été vraiment un plaisir de passer ce temps-là avec vous, de débriefer cette semaine de foot et ce week-end de foot. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura eu aussi l'Europa League et la Conference League. Hein, donc voilà. Donc Vraiment, ça va être cool. On va encore débriefer. Oui, comme tu dis, au JCRM, il y a l'Europa League et la Conference League qui se joue cette semaine. Donc voilà, sur 2 jours ou sur 3 jours. Je sais pas si c'est pas que 2 jours. Mais en tous les cas, il y aura des beaux matchs à débriefer. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine de football et une excellente semaine en général dans votre vie, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Pipovici et Torino, leader de Serie A après l'Udinese. Ouais, là pour l'instant c'est la fiesta, là pour l'instant la Serie A. Mais ça va vite se remettre. Papa et maman arrivent, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et puis n'oubliez pas, le football c'est la vie et ciao ragazzi, ciao.